j'ai été interne ici, puis après j'ai fait 4 ans de recherche dans un labo en face. Là. Après j'ai été chef de clinique ici, et puis je suis parti 2 ans à Nantes, tout en gardant un pied dans le laboratoire de recherche ici. Et pour finir, je suis revenu définitivement ici, ça me permettait de lier complètement mon activité de recherche et l'activité clinique. Géographiquement, c'était plus simple. Je crois, alors justement, par exemple, je suis allé à Nantes, et puis dans ma formation, j'ai été dans d'autres services. Je crois qu'il y a quand même quelque chose de particulier dans les services d'oncologie, hématologie pédiatrique. Bon, c'est peut-être pas le cas partout, mais il y a quand même quelque chose de particulier. Vous me disiez tout à l'heure, le fait que ce soit des enfants, déjà en pédiatrie, il y a une atmosphère un peu différente, c'est inévitable, c'est des enfants. Donc les enfants, ils imposent leur atmosphère. Voilà. Il y a des couleurs, il y a une salle de classe, il y a une salle de jeu. Et ben, rien que ça, dans un service, un baby-foot et des enfants qui traversent le couloir en faisant du vélo, c'est certain que ça instaure une atmosphère particulière. Et je pense que, évidemment, le fait qu'il s'agisse de maladies extrêmement graves, et pour nous tous, le cancer, on sait ce que ça véhicule comme représentation et comme injustice. Enfin, c'est un peu des lapalices, hein, c'est un peu ce que je dis, mais c'est quand même vrai, quoi. C'est une injustice particulièrement forte. Le cancer qui touche les enfants n'est pas la seule injustice qui touche les enfants, mais c'en est une, et qui, à mon avis, est très vivement perçue par tout le monde, et donc une exigence particulièrement grande ici. Et à la fois, cette exigence-là, elle vient, à mon avis, de l'impression qu'on touche au paroxysme de l'injustice. Voilà. Elle vient de ce qu'on disait tout à l'heure, de l'exigence qu'ont les parents dans cette situation particulièrement grave. Et puis elle vient, à mon avis aussi, de ce qui fait que les gens se motivent à travailler là. Et que, en grande partie, sans du tout préjuger, entre guillemets, de la valeur particulière des gens, je dirais, leur motivation à mettre du soin dans leurs soins. On vient ici et on y reste parce que justement, on sait qu'on est un îlot un peu préservé, on est préservé peut-être en termes de nombre, parce que voilà, quand il faut répondre à des soins en quantité considérable, et bien évidemment on n'a pas les mêmes disponibilités. Et ici, on continue de nous doter de moyens qui nous permettent de faire des choses, de mettre du soin dans notre soin, je dirais. On vient ici parce qu'on vient chercher ça et parce qu'on a envie de le vivre de cette façon. C'est comme ça qu'on a envie de vivre notre soin. Et donc c'est un cercle un peu vicieux qui s'instaure. Et c'est évident que même s'ils en avaient envie, des collègues qui ne sont pas dans les mêmes conditions parce qu'ils ne s'occupent pas d'enfants et pas parce qu'ils ne s'occupent pas d'enfants extrêmement gravement malades, on ne leur donne pas les moyens de le faire. Voilà. Et donc c'est certain qu'ici on est privilégié, à la fois c'est un privilège dont on est responsable. Il faut être aussi conscient qu'on est responsable de faire quelque chose de ce privilège-là. Oui. Des choses qui sont frappantes dans les objets de plainte ou de complainte des parents, qui peuvent être la durée d'attente en consultation, qui peuvent être l'hôtellerie. Qui sont des choses qui, pour les soignants, à la fois elles sont compréhensibles, mais quand beaucoup d'efforts, ou pas beaucoup d'efforts, je veux dire, quand simplement on a le souci de faire bien son travail d'un point de vue médical et soignant, qu'on ait une atmosphère délétère qui est générée par le fait qu'on attende longtemps en consultation ou qu'on soit pas content de l'hôtellerie, il y a quelque chose qui, voilà, comme vous disiez, on est dans des attentes qui sont un peu décalées. Au-delà de ça, je pense qu'il y a aussi, c'est pas seulement des petits détails de ce genre-là, et qui pourraient témoigner quand même d'une vraie attention qui serait apportée aux familles et aux enfants. Au-delà de ça, ça peut être la façon dont on parle, ça peut être l'attention que l'on donne justement au retard pris en consultation, enfin, la façon dont on va traiter ces petites choses-là. Et alors, je pense qu'il y a pas mal d'endroits où on en a un peu conscience, mais pas beaucoup, et on se dit de toute façon on peut pas vraiment faire plus que ça. Et puis il y a des pistes quand même qui sont un peu explorées, qui sont même expérimentées. Une piste qu'on a l'occasion de vivre ici, qui est des réunions de parents, hein, où le chef de service, le plus souvent c'est le chef de service avec le psychologue du service, invite une fois par semaine les parents d'enfants qui sont présents là dans le service à venir simplement autour d'une table pendant 1 heure, discuter de ce qui va pas. Et c'est vrai que c'est une occasion d'échanges qui sont des échanges qui portent pas sur
qui est quasiment jamais sur une matière médicale ou soignante, mais qui porte sur quelque chose dans l'organisation du soin, dans l'ambiance générale, dans la façon dont les parents vivent entre eux, et qui est mis sur la table en présence de la psychologue du service et d'un médecin, qui est le plus souvent chef de service. Et c'est un peu comme ça qu'on peut en parler. Entre nous, ça peut arriver aussi. Alors il y a les fameuses revues de morbimortalité, là où on revient sur, de façon un peu analytique, sur des choses qui ne se sont pas passées comme il aurait fallu et qui ont éventuellement eu des conséquences. Mais ça peut être les revues de morbimortalité, l'occasion aussi de revenir sur des choses plus simples, comme et ça a été l'occasion en tout cas ici, sur le retard pris en consultation. Voilà. On s'aperçoit qu'il y a des parents qui se plaignent, voire éventuellement que ça met dans une relation conflictuelle avec nous. On va décider de faire un point là-dessus, de regarder quelle est effectivement notre durée moyenne d'attente en consultation, et à partir de là, de prendre des décisions. Et bon, une décision toute bête qui a pu être prise à partir de ces RMM, c'est de se dire, particulièrement quand c'est des parents qui attendent, qui viennent pour la première fois, on n'attend pas qu'ils viennent ici pour aller se présenter à eux, pour leur dire un peu combien de temps ils vont attendre, enfin en tout cas prendre en considération ce retard et leur montrer qu'on n'y est pas indifférent. Donc c'est des petites choses comme ça, et je pense qu'il y en a beaucoup qui nous échappent, hein, mais il y a des pistes comme ça qu'on peut saisir pour essayer de se recaler sur des attentes simples des familles. Ouais. Alors parfois c'est insupportable parce que de fait l'attente n'est pas supportable, ils ont mal et on ne le sait pas, et les parents ne le disent pas, et moi j'en suis presque à leur vouloir de me dire, mais vous avez attendu 1h30 parce que votre enfant avait mal et vous êtes... Mais pourquoi vous ne me l'avez pas dit, enfin, quelque chose. Et puis parfois moi j'en viens très simplement à dire aux familles qui sont un peu aux parents qui sont un peu en colère, et que j'allais prendre du temps avec eux aussi, et que voilà, en tout cas expliquer, je crois, il faut que ce soit un sujet. On va peut-être pas résoudre leur colère, et après tout c'est peut-être pas l'objectif. Ils sont peut-être légitimement en colère, nous on est légitimement stressés d'être en retard, mais qu'on en parle, qu'on se dise bon, voilà, c'est pas un non-sujet, quoi. Autant j'ai l'impression qu'on a pas mal réfléchi à la façon de dire les choses, certainement aux adultes qui sont eux-mêmes malades, certainement aux parents des enfants qui sont malades, on réfléchit même quand on parlait aux grands-parents, aux frères et sœurs, mais aux enfants malades, finalement il y a comme quelque chose qu'on a un peu du mal à aborder, et ça ne veut pas dire qu'on en soit incapable ou qu'on n'ait pas du tout soi-même des pratiques, mais c'est pas un sujet qui est aussi largement réfléchi, je dirais, que de parler aux parents. Et alors, je dirais, il y a peut-être deux façons de voir le problème, c'est comment on leur parle et puis ce qu'on leur dit. Et puis les deux choses vont souvent plus ensemble que ce que j'essaie de distinguer là, mais comment on leur parle comme des adultes qui parlent à des enfants. Alors ça c'est un truc qu'on essaie de se dire aussi avec des étudiants, en disant, vous n'êtes pas des adultes qui jouent à être des enfants avec des enfants, vous êtes des adultes, et vous leur parlez à eux comme enfants, mais vous comme adultes. Et ça, on le fait dès qu'ils sont tout petits. Hein. Moi, je pense que maintenant, on est assez attentif à ça. On est assez attentif à parler aux enfants tout petits. C'est-à-dire que j'aime bien cette expression, même s'il ne comprend pas, au moins il sait. C'est quelque chose les mots sont dits. Et maintenant, leur parler, c'est une chose, et pour leur dire quoi, c'en est une autre. Alors, il y a des moments du traitement où je pense qu'on est assez... Là aussi, on est assez habitué, et puis la culture commune nous a porté à ça, de dire à un enfant sa maladie, de lui dire quelque chose d'assez précis sur son traitement, en tout cas ce qu'il peut en comprendre, ce qu'on estime qu'il peut en comprendre, lui parler de ce qu'il va sentir, en tout cas le prévenir des vomissements, le prévenir des pertes des cheveux. Voilà. Il y a des choses sur lesquelles ce que l'on doit dire est beaucoup plus difficile à appréhender, et que l'on discute beaucoup avec les parents, c'est ce que ça va induire au long terme. Les chimiothérapies, quand on rend un enfant stérile avec une chimiothérapie, est-ce que c'est censé de lui dire alors qu'il a 4 ans, 5 ans ? Bon, sans doute pas, mais d'en parler assez tôt, avec moi, depuis peu, je reprends cette expression, il ne le comprend pas, mais au moins il le sait. Donc au moment où il va falloir en parler de façon un peu grave à un âge où de fait il aura tous les éléments pour comprendre, ça lui tombe pas dessus. Donc ça, je le dis comme si c'était une évidence, mais ça n'en est pas une en réalité. Voilà, il y a des choses, encore une fois, sur lesquelles on sait qu'on a des mots à dire et on les partage assez bien entre nous et avec les parents. Et puis il y a des choses sur lesquelles, à mon avis, on est beaucoup plus ambigu, qui concernent la fin de vie, la fin de leur vie, qui concernent leur mort, sur lesquelles, là, on a moi, je peux dire pour moi que j'ai une pratique qui est très très dépendante de ce que les parents veulent bien que j'en dise, mais qui me pose question. C'est-à-dire que je ne suis pas
complètement convaincu que ce que les parents m'autorisent à dire soit ce qu'il y a de plus profitable à dire pour leurs enfants. À la fois, c'est très difficile de prendre cette responsabilité entre guillemets à leur place, donc il ne s'agit pas de ça. C'est impossible de dire les choses contre leur avis, ça me paraît extrêmement violent en fait, hein. Donc ça, je ne crois pas que ce soit pour moi envisageable en tout cas. La troisième voie, c'est de me faire moi-même une certaine conviction de ce qui me paraîtrait juste de dire et d'essayer de cheminer avec les parents sur ma conviction et la leur pour qu'on arrive à trouver un juste compromis, éventuellement, si compromis est le bon mot. Mais bien souvent, quand même, on se rend compte que on n'a pas l'occasion, ni nous comme soignants, ni moi comme médecin, ni eux comme parents, de mettre des mots sur cette mort qui approche. Alors il y a des gens qui heureusement y ont pensé avec des outils adaptés aux enfants, des livres, dont je dois dire, moi je me suis plus jusqu'à maintenant servi pour parler de la mort de leurs frères et sœurs, aux frères et sœurs de l'enfant qui va décéder, mais que j'ai pu proposer comme une aide vraiment aux parents pour dire, voilà, il y a quelque chose, un outil, un livre qui raconte une histoire assez douce, qui peut vous aider à aborder ce qui va se passer avec votre enfant, parce que lui, il sent que quelque chose se passe, et on va essayer de trouver les mots ensemble à mettre dessus, quoi. Bon, voilà, mais c'est vrai que ça reste un sujet difficile. Moi, j'ai l'impression que là où j'en suis aujourd'hui, j'arrive à peu près à être en conformité avec ce qui me semble juste lorsque je discute avec les parents de ce qui me paraît bon de dire et que j'écoute ce qu'ils disent et puis qu'on est d'accord sur ce qu'on va dire aux enfants. Alors ça, c'est une piste. Mais je pense que l'expérience aide aussi petit à petit à formuler ces choses qui sont dures. Et puis, il y a ce qu'on dit aux petits-enfants et après ce qu'on dit aux grands-enfants, hein. Les adolescents, alors les choses sont beaucoup plus rudes. Et là, on peut, je dirais, c'est trouver les mots de ce qu'ils ont envie de savoir, c'est une façon, hein. Donc, on est beaucoup plus dans un rapport d'adulte à adulte, ou en tout cas de presque adulte à adulte. Et à la fois, je dirais, là encore, il y a une culture commune, une conviction assez partagée parmi nous de ne pas chercher à se dérober, mais à la fois ne pas être violent. Et donc, quelque chose d'assez fin, à sentir parfois sans les parents, c'est-à-dire uniquement avec eux, qu'est-ce qu'ils ont envie de savoir, quelles sont les choses qu'ils savent implicitement et qu'ils n'ont pas besoin d'entendre nommer par nous, et puis parfois même de façon beaucoup plus radicale et violente, des mots des questions très directes, et sur lesquelles moi je me dérobe pas, je crois qu'on se dérobe pas, mais voilà. Et avec des adolescents, la question est encore plus aiguë. Alors évidemment, on n'est pas tout seul. Je pense qu'on n'est pas tout seul à plusieurs titres. D'une part, entre nous, on échange. Et puis je crois que dans un service comme celui-là, la notion de culture d'équipe, je pourrais dire ça un peu, on sent qu'on n'est pas chacun dans son coin à porter ses expériences et on en parle. Quand je dis équipe, c'est pas équipe médicale, c'est évidemment les médecins entre eux, ça c'est évident, mais c'est évident, c'est très important, je dirais, c'est pas forcément évident, mais c'est important, mais c'est aussi l'équipe médicale et paramédicale, donc là on échange sur les mots donnés par les enfants et qui en appellent d'autres, comment est-ce que nous on va réagir à ce qu'un enfant a dit à une auxiliaire ou à une infirmière. Qu'est-ce que ça finalement ça traduit de son attente des mots que nous médecins on va lui donner. Donc là on a un vrai échange, un échange avec les psychologues et les pédopsychiatres qui suivent les enfants et les familles et qui les voient dans un temps décalé d'une autre. Donc c'est sûr qu'on n'est pas tout seul, on est porté par un fond culturel commun, par une expérience commune, par une vision qu'ont les différents soignants d'un enfant à un moment donné. C'est pour ça que je ne veux pas dire que tout se parle de façon idéale, mais c'est évidemment crucial de se donner des temps pour parler en équipe et de ménager des temps dans notre organisation de la semaine pour qu'on puisse parler vraiment tous ensemble en équipe. Et quand même, au final, on est un peu tout seul. Voilà, on est face à face avec les parents, ce qui n'est pas toujours simple déjà avec les parents. Il faut parfois s'accrocher pour en tout cas trouver le courage des mots qu'on va être responsable de sortir. Et avec les enfants. Et à un moment où, de fait, on est les porteurs d'une parole. On a beau être derrière, je dirais, cette parole a beau être un peu maturée, elle a beau être pesée par toute une équipe, il y a un moment où quelqu'un doit sortir ces mots-là. Et c'est plus ou moins simple, ouais.
Ouais, on est un peu sur une ligne de crête, hein. On se dit, voilà, on est sur un terrain qui est très très fragile. Bon, il sera d'autant plus fragile évidemment que la situation est grave. Et là, je dirais encore une fois, la relation qu'on a avec les parents et avec les enfants, ça va être déterminant, hein. Quand on est dans une relation vraiment d'alliance, on est moins crispé sur les mots qu'on va sortir, hein, c'est sûr. Mais à la fois, on reste quand même sur une ligne de crête parce je crois que sans démesurer le poids des mots qu'on dit, parce que tout ce qui est dit autour d'une situation dramatique, c'est pas porté par le médecin, hein, bien évidemment. Mais on a quand même une place particulière. Il faut choisir quand même ces mots, parce que à la fois être juste, mais être délicat, tenir compte des réactions que ça va susciter. Enfin, c'est un exercice. On est des funambules là. Ouais. Il y a le fait que ce soit des enfants dont on s'occupe, et donc. Et ce que je veux dire par là, c'est que les enfants eux-mêmes, ils sont, pour beaucoup, ils sont assez vite attachants. Bon, parfois ils sont très casse-pieds, ils sont inexaminables, tout ce que vous voulez, mais globalement, quand même, beaucoup d'enfants que l'on voit souvent, on va vite retrouver leur enfance qui perce sous la maladie, et ça met une atmosphère évidemment différente. Enfin, ça met une atmosphère un peu ludique. On va être souvent dans un discours un peu ludique, sur une forme ludique de discours, et puis des mots qui sont attendrissants, qui tombent de travers, mais qui détendent complètement. Enfin voilà. Donc il y a un attachement et quelque chose de l'enfance évidemment qui détermine l'attention, sans doute générale. Je pense qu'il y a aussi le fait que ce soit des parents, et que dans cette relation très particulière qu'on a, hein, il ne s'agit pas seulement de prendre énormément soin d'un enfant, mais de prendre quasiment le même soin de ses parents, comme s'ils étaient eux-mêmes malades. Et d'ailleurs, l'assimilation, elle est très souvent faite, hein. Quand l'enfant va passer à une IRM, les parents disent on passe une IRM. On a beaucoup vomi, enfin une espèce de confusion qui dit bien combien ils sont très très liés à leur enfant dans cette histoire-là. Et les parents, je crois, appellent une très très grande exigence en fait, qui a tiré vers le haut les exigences d'attention dans les mots, d'attention dans les explications. C'est les enfants eux-mêmes, et je crois que c'est le fait que ce soit des parents qui sont beaucoup plus exigeants pour leur enfant qu'ils ne le seraient pour eux-mêmes, qui a amené toute cette culture de l'attention aux mots, et qui l'a vraiment poussé vers le haut. Et ça, je crois que le monde de l'oncologie pédiatrique, de la pédiatrie peut-être en général, ou voilà, je peux dire en tout cas le monde de l'oncologie pédiatrique a été certainement largement sollicité et un peu secoué, je dirais, par des attentes des parents qui exigent finalement, encore une fois, beaucoup plus pour eux et leurs enfants qu'ils n'exigeraient pour eux-mêmes. Dans cette attention que l'on peut mettre aux mots, il y a quelque chose qu'on peut qualifier et restreindre un peu du professionnalisme. C'est-à-dire que ça devient un des critères de bon professionnalisme, que de savoir bien annoncer une maladie grave, que de savoir bien annoncer une rechute et bien parler de la fin de la vie. Ça peut relever du strict professionnalisme. Et là-dedans, finalement, quel que soit le type de relation qu'on a avec les parents, on doit faire notre boulot de la même façon. Mais alors, dire ça, à la fois c'est vrai, et puis ce serait nier complètement, comme vous le disiez à l'instant, qu'il y a des familles, des parents, des enfants. Parfois c'est des enfants et pas du tout les parents, parfois c'est des parents et pas du tout les enfants, avec lesquels on s'entend bien, ou avec lesquels on a un vrai attachement, avec lesquels on construit une histoire qui est plus profonde, qui est plus complice. Et sans doute que les mots sont pas exactement les mêmes, sans doute que le temps donné est pas exactement le même. Et là, moi, à la limite, j'ai envie de dire, on n'a pas à s'en défendre de ça. Enfin, on n'a pas non plus, de même qu'on n'a pas à inventer une émotion ou un lien complice qui n'existe pas. De même, peut-être justement parce qu'on n'a pas à inventer un lien complice qui n'existe pas, on n'a pas à réprimer celui qui existerait. Finalement, c'est un peu, moi, je dirais que c'est le signe d'une certaine vitalité, hein, de ce qu'on est chacun, et dans notre métier, et dans les relations qu'on tisse avec les gens. Je dirais que c'est vrai que c'est un métier, et c'est vrai que c'est au-delà d'un métier, parfois c'est des relations. On participe à des moments de vie qui, pour ces familles-là, sont des moments de vie complètement extraordinaires, qui sont des moments de vie qui vont rester gravés tout au long de leur vie, dans leur mémoire, peut-être même dans leur chair, dans leur cœur. Il y a quelque chose de très très fort. Et donc on est les témoins de ça, et parfois on est un peu plus que les témoins de ça.
On les accompagne là-dessus. Et donc, il peut y avoir des relations qui sont extrêmement... qui peuvent être engageantes, voilà. Elles peuvent être engageantes. C'est-à-dire, je crois qu'en termes de soins, au sens le plus réduit du terme, on pourrait faire autant en étant beaucoup moins soucieux de ce que l'on met comme précaution et avec beaucoup moins de personnel. Mais l'exigence, elle est au-delà de juste la dose de chimiothérapie et le délai que l'on met entre 2 doses de chimiothérapie. Ça va beaucoup plus loin. Voilà. C'est quelque chose... oui. Les pédiatres oncologues ou les soignants qui travaillent en oncologie pédiatrique ont un complexe dont je ne suis pas sûr qu'il est complètement vérifié, mais j'ai quand même l'impression qu'il l'est en grande partie, qui est ça qu'on est un peu détenteur, pas détenteur, mais on est amené à travailler dans des conditions, pour des circonstances exceptionnelles, dans des conditions exceptionnelles. Voilà. Et on en a un peu conscience de ça quand même. Donc on ne peut pas se poser non plus comme des donneurs de leçons, parce qu'on sait aussi qu'on a des conditions de travail qui sont peut-être plus faciles pour faire bien, pour faire le mieux possible ce que nos collègues ont moins de facilité, moins de disponibilité, au moins dans le temps à faire, quoi. C'est pas trop la position, hein, mais par exemple ce groupe avec Dominique Daou à l'espace éthique, c'est vrai que la réflexion, on la concentre beaucoup sur ce qui se passe en oncologie pédiatrique. Et finalement, on pourrait tout à fait décider de porter la réflexion sur ce qui se passe en pédiatrie ou en oncologie. Voilà. Et je dirais que c'est plus parce que là, on sent qu'il y a ici, nous, des choses qui sont encore plus particulièrement tendues que dans d'autres services. Et à la fois qu'on sait qu'on a cette disposition ou cette disponibilité à y réfléchir, qu'on se sent responsable de le faire et de diffuser après. Et on voit bien quelle réception ça a au sein des pédiatres qui ne sont pas oncologues et qui se disent mais ce que vous mettez en réflexion avec des parents et des soignants en oncologie pédiatrique, ça nous concerne, ça nous intéresse. Donc tout à fait, hein, ça reste pas restreint, mais c'est la façon dont on peut se dire quelle partie on tire à la fois de cette expérience un peu exceptionnelle et des conditions de travail quand elles sont exceptionnelles voilà, quelle partie on en tire pour dire quelque chose qui concerne tout le monde.